Gérard Mordillat, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs, dans votre parcours de lecteur d'homme. Quel est votre panthéon littéraire? Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui? Mon panthéon littéraire est très vaste. Je dirais d'abord que la poésie y occupe une place extrêmement importante. Mais ce serait trop long de la détailler. Je citerai entre autres Roger Gilbert-Lecomte, qui est un très grand poète qui m'a beaucoup marqué, Olivier Laronde, qui en est un autre, ou René Daumal. Mais sur le plan purement romanesque, disons, je crois qu'une grande partie de ma culture et de mes appétits littéraires viennent du monde anglo-saxon. Alors, il y a un livre que j'admire beaucoup qui s'appelle « Louons maintenant les grands hommes » de Walker Evans et James Hadley, pardon, c'est à l'envers, c'est James Hadley l'auteur et Walker Evans le photographe, qui est un texte qui au départ avait été commandé par Life à James Hadley pour faire un reportage sur les Blancs plus pauvres que les Noirs dans le fin fond de l'Amérique. Et ce qui devait être un article de journal est devenu un livre de 600 pages absolument extraordinaire parce que Hadley a dépassé les genres, c'est-à-dire qu'il prend le temps de décrire minutieusement une tasse, une chaise, une réflexion sur aussi bien sur le paysage, sur les vêtements, etc. Je veux dire, c'est réellement l'écriture qui réinvente ce monde qui est un monde d'une incroyable misère et d'une très grande pauvreté, dans un style absolument éblouissant, où se croisent très curieusement les influences aussi bien du marxisme que des textes religieux chrétiens. C'est très spécial. Et dans ce même registre, John Berger, qui est un écrivain anglais qui vivait en France, avec Jean Maur, le photographe suisse, a fait bien des années après Le Septième Homme qui parlait des travailleurs immigrés. Au fond, c'était la même chose. Et je cite ces deux livres-là parce que pour moi, ils sont le modèle d'un livre que je poursuis sans parvenir à écrire, c'est-à-dire un livre qui échapperait au genre, qui ne serait plus contraint par la dramaturgie, qui ne serait que l'appréhension du réel comme si on pouvait le saisir à poignée. Eh bien, aussi bien James Hadley que John Berger, d'une certaine manière, ont réussi ça. Et pour les écrivains, disons, plus classiques, là aussi, j'ai évidemment une très grande admiration et sans doute une dette vis-à-vis de Flannery O'Connor, Carson McCullers, Faulkner, absolument indépassable, ou John Dos Passos. Mais voilà, bon, je pourrais en citer encore beaucoup d'autres, mais j'insiste au départ sur la poésie parce qu'il y a deux grandes figures pour moi qui ont été extrêmement importantes et structurantes et qui m'ont ouvert finalement toutes les portes que j'ai ensuite ouvert moi-même. C'était en France Antonin Artaud et aux États-Unis Ezra Pound. D'ailleurs, je crois qu'encore aujourd'hui, et Artaud et Pound sont en avance sur ce que l'on écrit, parce que justement, ils ont fait tout exploser et que lorsque on voit leurs textes, quand on les voit, même pas quand on les lit, on voit ce qu'est la fragmentation du monde, son explosion, sa différence, sa polyphonie, etc. Et donc une approche là aussi très puissante et qui ne s'enferme pas dans les genres. Et voilà, je pourrais évidemment continuer beaucoup sur ça. J'ai cité tout à l'heure des auteurs que j'ai beaucoup aimés, comme Béatrice Beck, comme Christiane Rochefort, comme Geneviève Serrault, qui d'une certaine manière m'a appris à écrire. Mais c'est vrai aussi de Nathalie Sarraute ou de Marguerite Duras, dont j'ai publié l'été 80, lorsque j'étais responsable des pages livres à Libération. Je veux dire, j'ai aimé ces livres, je les ai beaucoup aimés, comme j'ai aimé les livres d'Ouni Cazurne, comme j'ai aimé Violette Leduc, etc. Mais bon, voilà, il n'y a que des livres ici, je ne pourrais pas vivre sans livres. Vous souvenez-vous de votre premier choc littéraire? Quand j'étais enfant, j'étais un lecteur très particulier. Je ne lisais que deux livres, toujours les mêmes. Je lisais Le vieil homme et la mer d'Hemingway
Et quand j'avais terminé, je lisais « Naufragé volontaire » d'Alain Bombard. Et je recommençais. Et le grand changement, ce qui a été le vrai choc, c'est quand je suis rentré en 6e et que je me suis trouvé assis à côté d'un garçon de mon âge qui s'appelle Jacques Pater, qui est devenu mon ami, et qui à ce moment-là était déjà un lecteur exceptionnel. Et donc, avec lui, je me suis mis à lire autre chose que mes 2 livres. Mais nous sommes devenus des lecteurs frénétiques, j'ai envie de dire, et des lecteurs qui n'avaient ni directeur de conscience, ni commissaire politique. On lisait tout ce que l'on pouvait, aussi bien Bob Moran, Hervé Bazin, Dostoïevski, tout. Et je crois que c'est ça, je crois que le vrai choc pour moi, ça a été la rencontre d'un autre qui était à la fois mon semblable et aussi un lecteur. Et ça a été la première grande, un des moments décisifs de ma vie. Pour finir cette séquence, un livre, un auteur, un seul. Le livre qui m'a aussi beaucoup travaillé et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est En compagnie d'Antonin Artaud, de Jacques Provel, qui était un jeune poète qui, pendant les 18 mois d'Antonin Artaud, l'a suivi et a écrit le journal quotidien de ses rencontres avec Artaud. C'est un texte absolument extraordinaire, dans la mesure où Provel ne fait pas une sorte de portrait en creux de lui-même à travers Artaud. C'est d'une très grande rigueur descriptive, sans pathos, sans jargon. Ça relate très précisément ce que faisait et disait Artaud. Alors, il y a cet intérêt qui est un intérêt strictement documentaire, mais sur le plan littéraire, c'est merveilleux de voir comment il a réussi à enlever tout ce qui n'était pas nécessaire. Ça reste d'une force aujourd'hui absolument incroyable et d'une énergie incroyable. Et si on compare à un texte paru au fond à peu près à la même époque, si on compare avec les textes d'Arthur Adamoff, Adamoff est terriblement marqué par son époque. Et lorsqu'on lit aujourd'hui Adamoff, on lit ça dans un espèce de mélange à la fois marxiste, psychanalytique, etc., qui a mal traversé le temps. Provel, au contraire, ça traverse le temps parce que justement, ça s'écrit de façon très forte, sans affaîtrie, avec un souci de la précision du mot et de la phrase qui est absolument exceptionnel. Et moi, j'ai beaucoup lu ce texte, je le relis encore souvent, et une des grandes fiertés que nous pouvons avoir, Jérôme Prieur et moi, c'est d'avoir réussi à faire rééditer l'intégralité du journal, qui existait de façon fragmentaire, publié par Bernard Noël. Nous avons publié l'intégralité des poèmes de Jacques Provel, qui est un poète qui n'a pas la place qu'il mérite dans l'histoire de la poésie, parce que ceux qui ne l'ont pas lu s'imaginent qu'il était une sorte de clone d'Artaud, etc. Ça n'a rien à voir. La poésie de Provel a tout à voir avec les gens du grand jeu, avec Roger Gilbert-Lecomte, avec Daumal, et il a sans doute écrit au moins 10 bons poèmes. Et écrire 10 bons poèmes dans sa vie, c'est pas donné à tout le monde.